Bienvenue à tous. Officiellement déclarée en janvier 2020 en Chine, l'épidémie de ce qui fut d'abord présentée comme une mystérieuse pneumonie virale et désormais connue sous l'appellation de Covid-19 s'est rapidement répandue au point de toucher en 3 mois une centaine de pays et plus de 100 000 personnes. Pour en parler, nous avons deux invités avec nous. Nous avons le docteur Abdul Salam Ouedraogo. Il est microbiologiste. Il est en séjour professionnel ici aux États-Unis. Il se trouve actuellement à Phoenix. Et depuis Brazzaville, nous avons le docteur Michel Yao. Il est responsable des programmes d'urgence du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Alors nous retrouvons le docteur Abdul Salam Ouedraogo. Il est microbiologiste. Il se trouve à Phoenix. Docteur Abdul Salam Ouedraogo, avec vous, on va parler spécifiquement du virus, le virus qui fait tant parler de lui. On parle bien de nouveau coronavirus. Alors, ça veut dire qu'il en existe d'autres virus de cette nature. C'est quoi les coronavirus et en quoi est-ce que le nouveau coronavirus est différent des autres? Effectivement, il existe plusieurs coronavirus et tous ces virus-là sont regroupés au sein d'une famille qui sont les coronavirus, qui sont des microbes, comme vous l'avez dit, de la catégorie des virus. Et c'est leur forme en couronne qui fait qu'on les appelle les coronavirus. Donc, dans cette famille, vous avez des virus qui infectent l'homme et des virus qui infectent les animaux, les mammifères. Parmi ceux qui infectent l'homme, ils disent qu'en décembre 2019, on en connaissait principalement 6 qui sont responsables de symptomatologies variées, allant du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère. Parmi ces 6-là, il y a 2 qui ont, avant le Covid-19, retenu l'attention de la communauté internationale. Il s'agit en effet du virus du SRAS, qui a été responsable du syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, transmis à l'homme par l'intermédiaire de la civette. Et à partir de 2012, nous avons le virus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient de MERS. Alors, on connaît déjà ces virus, docteur. En quoi est-ce que le nouveau coronavirus est différent de ce dont vous venez de parler? Ces 6 virus-là étaient bien connus. À partir donc de 2019, décembre 2019, sur une symptomatologie similaire au syndrome respiratoire aigu sévère à Wuhan, en Chine, on a déterminé un nouveau virus qui est lié à cette symptomatologie, qui est donc l'agent causal de cette symptomatologie. Lorsqu'on regarde de près ce nouveau virus que l'on a isolé et identifié, il fait partie de la grande famille des coronavirus à cause de ses similitudes, mais sur le plan virologique, ses caractéristiques sont différentes des autres virus. Alors, on va se retourner vers le docteur Yao, qui est responsable des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. On a une question Facebook qui nous a été envoyée par Théophile Manassé Mboumboué de Lubumbashi en RDC. Docteur, il voulait savoir comment expliquer qu'il y ait une propagation aussi rapide de cette maladie. Je le disais en introduction, il y a plus de 100 000 personnes déjà infectées et une centaine de pays touchés. Merci beaucoup. La propagation rapide est liée au mode de contamination et aussi aux symptômes qu'entraîne ce virus. Il s'agit d'une maladie respiratoire et la contamination peut se faire aussi par les voies aériennes. Lorsqu'une personne éternue ou lorsqu'une personne se mouche et autres, juste ne serait-ce que des gouttelettes, si on se trouve à moins d'1 mètre de cette personne contaminée, eh bien, on peut en fait se contaminer et avoir la maladie. Et donc, cette contamination aérienne fait que c'est une maladie qui se propage beaucoup plus vite. Deuxième aspect, c'est que le monde est interrelié. Nous avons les modes de transport qui font qu'une personne qui se contamine à un endroit, juste le même jour, peut se retrouver à l'autre bout du monde. Et donc, du fait de cette globalisation, de la connexion par les différents moyens de transport, font que les personnes se déplacent énormément, dû aux affaires, mais dû aussi à d'autres échanges, notamment des voyages touristiques ou de famille, ce qui fait que on a eu très rapidement des cas qui sont partis du foyer initial en Chine vers d'autres continents et par la suite, il y a eu ce qu'on appelle une propagation locale. C'est ce que nous observons d'ailleurs dans plusieurs pays d'Europe en ce moment.
Alors, on va retrouver le docteur Abdul Salam Ouedraogo, qui est donc, comme je le disais, microbiologiste. Docteur, on va parler du virus et on va en venir à la question de Ibrahima Souri de Conakry en Guinée. Hein. Il pose une question que beaucoup de personnes se posent. Il dit, est-il possible que ce virus résiste à la chaleur de l'Afrique? Dites-nous, est-ce que ce virus résiste à la chaleur comme on l'entend un peu partout sur Facebook et ailleurs? Oui, c'est une question relativement difficile à répondre. Quand on demande à résister à la chaleur, les virus d'emblée ont une durée de vie limitée hors de l'organisme et des sécrétions de l'organisme qui en font la contamination. Et ces coronavirus-là ont la particularité d'avoir une enveloppe qui font que ce sont des virus qui sont sensibles à la chaleur. Toutefois, il faut nuancer parce que nous avons vu le virus qui a été responsable du syndrome respiratoire au Moyen-Orient qui a quand même résisté à des températures élevées pour favoriser la contamination dans cette partie du monde où on a des températures élevées. Mais dire que le virus va résister à la chaleur, ce n'est pas possible parce que le virus, en dehors de l'organisme, ne résiste pas à la chaleur. Et ce n'est pas la chaleur qui en fera le moyen de lutte en Afrique. Ça, il faudrait que l'on insiste dessus. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que quand il va faire chaud, la transmission va s'arrêter. On va passer à la question suivante, une question qui nous a été envoyée par Alphonse Boaki. Comment se protéger contre les contaminations? La question, on va la répercuter au docteur Michel Yao de l'OMS. Docteur, la question est maintenant relative à la prévention. Comment se protéger contre le virus à l'échelle déjà individuelle et à l'échelle nationale au niveau de la société et des gouvernements? Individuel, il faut en fait accroître les mesures d'hygiène. Se laver régulièrement les mains, ne serait-ce qu'au savon ou au liquide hydroalcoolisé. Ça, c'est déjà un des premiers pas. Deuxième chose, lorsqu'on se trouve à proximité d'une personne qui a des symptômes respiratoires, notamment qui éternue, qui tousse, c'est se protéger. Et on recommande aussi à ces personnes-là d'éternuer ou de tousser dans le creux de la main et puis de se laver aussi régulièrement les mains parce qu'ils peuvent aussi, par les sécrétions, contaminer leur environnement, notamment les poignées de porte, les bureaux ou autres accessoires de bureau ou de maison qu'ils pourraient toucher. Nous avons été rejoints par le docteur Constantine Tchenkou. Il est médecin, hein, il exerce ici au Prince William Medical Center en Virginie. Docteur, vous exercez dans un État qui est déjà touché par l'épidémie. On a recensé déjà plusieurs cas de nouveaux coronavirus dans votre État. Le professionnel de santé que vous êtes, comment est-ce que vous vous préparez à affronter la maladie? Est-ce que vous sentez une frilosité chez vos patients? Que leur dites-vous? La première chose, c'est l'anxiété. Il y a une anxiété globale. Et surtout, quand quelque chose est nouveau, nous ne savons pas clairement les mesures conservatoires. La première chose que nous disons aux malades, c'est que si c'est possible, restez chez vous. Si c'est possible, restez loin des regroupements de personnes. Et si c'est possible, ayez toujours avec vous quelque chose pour, n'est-ce pas, comme un mouchoir, comme, comment on appelle ça, le masque pour empêcher que le virus puisse vous atteindre. Mais la première chose, c'est de se calmer et de ne pas être très anxieux. Mm-hmm. Alors, docteur, nous avons reçu une question de Alphonse Mwaki qui se trouve à Kinshasa, en RDC. Alphonse Mwaki qui demande si une personne est atteinte de ce virus, que faire pour guérir? La maladie est une maladie, je peux dire, chanceuse. Elle est une maladie chanceuse, pourquoi? Parce qu'elle ne tue que 2% des personnes moins de 20 ans. Entre 20 ans et 60 ans, elle atteint à peu près 20%. 80% des décès, c'est des personnes âgées de plus de 80 ans. Si vous avez moins de 80 ans, ce n'est pas un problème majeur. Sauf si vous avez des maladies chroniques telles que des maladies cardiaques, respiratoires, insuffisance rénale, ou bien des problèmes comme l'asthme ou des problèmes d'immunité. Ça veut dire que quoi? Nous avons une cible. Et la cible, c'est les gens 80 ans et plus.
Et la deuxième cible sera entre 60 et 80 ans parce qu'ils sont encore plus actifs que les gens de 80 ans. Ceci veut dire que nous allons essayer, dans les mois et les jours à venir, d'empêcher les gens de se regrouper. Merci, docteur Constantine Tchenkou. On va retrouver le docteur Michel Yao à Brazzaville. Docteur, il y a un de nos téléspectateurs sur Facebook qui interpelle l'OMS que vous représentez. Il dit ceci: l'OMS ne fait que passer son temps sur les médias à communiquer sur la lourdeur de la propagation de la maladie et des différents bilans. Je voudrais savoir quels sont les efforts que l'OMS fait pour trouver une solution à ce grand fléau. Docteur Yao, vous êtes interpellé. Merci beaucoup. L'OMS a déclaré cette urgence une urgence majeure de santé publique en mobilisant tous les experts. Et donc, par cette déclaration, nous continuons à mobiliser les experts du monde. Il y a du travail qui se fait dans l'ombre, notamment en termes d'essais thérapeutiques pour les médicaments, et aussi d'essais pour des vaccins. Donc, c'est du travail qui prend du temps à cause du fait que le virus est nouveau. Nous avons aussi très vite publié un peu ce qu'on appelle l'identité du virus. Sans cette identité-là, il est difficile de faire des réactifs. Et donc, par l'intermédiaire de l'OMS, notamment ici en Afrique, nous avons plus d'une trentaine de pays qui sont à même de faire le test. Nous avons aussi travaillé sur beaucoup d'orientations sur tous les aspects de la réponse. Comment mettre en place les points de contrôle, comment mettre en place la surveillance, le suivi des personnes contacts, comment organiser un centre de traitement, quel est le protocole qu'il faut utiliser, le protocole pour les laboratoires. Donc, c'est un peu tout ce travail technique que nous faisons avec l'ensemble de nos centres collaborateurs qui n'est pas vu du grand public. Nous avons aussi travaillé sur des messages de prévention parce que nous avons analysé le contexte en Chine et vu quels sont les facteurs de risque. Et les mesures qu'on propose sont basées aussi sur ces aspects-là. Il y a un gros travail scientifique derrière que nous coordonnons. Et ici, en Afrique, on apporte un appui conséquent au pays pour travailler sur les aspects que j'ai mentionnés, surveillance, traitement, communication de risque, prépositionner les médicaments essentiels et autres. Donc, voici ce que nous faisons en ce moment dans le cadre de cette épidémie à COVID-19. Merci beaucoup, docteur Michel Yao. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le représentant, le responsable des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, que vous êtes basé à Brazzaville. Nous remercions aussi le docteur Abdul Salam Ouedraogo qui était avec nous. Il est microbiologiste, il est en séjour professionnel ici aux États-Unis. Et nous remercions également le docteur Constantine Tchenkou, il est médecin en service au Prince William Medical Center ici en Virginie aux États-Unis. Et c'est ici que s'achève cette édition spéciale de Carnet de santé qui était consacrée au Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Retrouvez ce programme sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et sur nos stations partenaires. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.